OK. Maintenant, on va passer sur quelques minutes à répondre à la question suivante. C'est quoi la question? La question, enfin, sinon, tout simplement, comme suit. Comment on peut gérer un projet en sciences des données? Je ne parle pas de la méthodologie. Hein, je ne parle pas de la méthodologie. Je parle ici du management peut-être journalier. C'est-à-dire comment on peut diviser la journée d'un business analyst ou bien d'un data scientist. Je vous propose à cet égard ce template qui s'intitule The Machine Learning Canvas. D'accord? C'est pas moi qui l'a développé. Hein. C'est un docteur en machine learning qui s'appelle Louis Dorard. OK? Et bon, je lui ai envoyé un email, il m'a envoyé le template, il m'a envoyé aussi un livre qui va avec. Je vous conseille d'aller sur le site machinelearningcanva.com. OK? Donc, il s'agit d'un template vierge. Qu'est-ce que tu trouves ici? Tu trouves Designed for, c'est-à-dire, imagine, toi, tu arrives à l'entreprise à 9h du matin. D'accord? À 9h du matin. Une fois, tu prends ton, voilà, tu achètes ton café, voilà, tu dis bonjour à ton chef, tu discutes un peu avec tes collègues et tu commences à travailler. Boum, allez, à 9h05 ou bien 010, tu viens ici, tu vas remplir ce Canva, ce template. Tu vas dire Designed for, tu vas dire je vais faire une classification. OK, ou bien une segmentation, ou bien une collection des données. C'est-à-dire, tu vas définir vraiment ton activité, ta tâche. Puis, designed by, tu vas mettre ton nom, OK, tu mets la date et tu vas mettre l'itération. Est-ce qu'il s'agit de l'itération 0, de l'itération numéro 1, de l'itération numéro 2? N'oubliez pas, quand on vous montre ici, quand je vous ai montré la méthodologie IBM Masterplan, la méthodologie en fait est cyclique, ok? Après, à l'intérieur de chaque étape, on peut faire des répétitions, des itérations. Donc, s'il y a un problème par rapport aux data requirements, quand tu commences la partie collection, l'étape collection de données, et tu trouves qu'il est impossible de récupérer des données via Facebook, et bien tu reviens aux data requirements. Il faut changer de données. Et tu reviens, tu avances, et tu recules, tu avances, tu recules, et tu itères, tu répètes. Peut-être aujourd'hui, tu as récupéré des données, juste peut-être 100 lignes. Demain, tu répètes, tu vas obtenir 500 lignes. Demain, peut-être tu vas automatiser. Donc, à cet égard, ici, on trouve l'itération. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, on trouve les décisions. Donc, how are predictions used to make decisions that provide the proposed value to the end user? Machine learning task, okay? Value proposition, data sources, collecting data, making prediction, offline evaluation, features, building models, live evaluation and monitoring. OK. Bon, c'est une proposition, hein? Ça vous rappelle un peu le BMC, Business Model Canva. Je pense que vous êtes, vous connaissez le BMC. Là, c'est un MLC. Après, si vous voulez avoir le livre vraiment qui traite le management d'un projet sciences de données, vous pouvez aller sur le site Machine Learning Canva, vous postulez, il suffit d'envoyer un email à Louis Dorard et il va vous envoyer le livre, d'accord? Donc, je ne veux pas vraiment commenter. Après, est-ce que j'ai des exemples de ces Canva? Non. Je pense que j'ai quelques exemples faits par des étudiants de l'année passée. Sinon, le ML, voilà, on trouve par exemple cet exemple. Okay? Par exemple, là, il dit dans Decision, the data gathered is used to build a model that represents important trends and possible outcomes
The model is based on current available data, predict future. Enfin, là, il est en train de remplir. Hein. Il a rempli ça, d'accord. Il travaille avec 50 entreprises. C'est le fameux fichier entreprise à la fin S. Et voilà. Bon, je vous montre un autre modèle. ML, c'est Ashraf Abbel. Ce sont vos collègues de l'année passée. Hein. Donc là, il a rempli. C'est un exemple de remplissage de ce Canva. Et, enfin, c'est-à-dire dans l'entreprise, tu peux partager ça avec tes collègues, ou bien tu peux partager ça avec ton chef. Après, et ben ton chef, à la fin de la journée, il peut quand même contrôler ton travail. Pourquoi je vous parle de tout ça? En effet, on trouve cette histoire de daily meeting. On trouve ça dans la méthodologie Scrum Agile. Dans cette méthodologie, en fait, c'est une méthodologie utilisée, attention, en développement logiciel. En développement logiciel. En informatique, de développement logiciel. Nous, ici, on fait de l'informatique. On fait de l'informatique. Mais attention, pas du développement logiciel. C'est de l'informatique décisionnelle. C'est de l'informatique décisionnelle. Et encore, ce n'est pas de l'informatique décisionnelle BI, Business Intelligence, non. C'est de l'informatique décisionnelle, sciences des données. Donc, dans la méthodologie Scrum Agile, en fait, il y a des sprints, il y a des daily meetings et tout, il y a des découpages. Malheureusement, on ne peut pas découper. Malheureusement, quand je vous montre ces différentes étapes, on peut pas dire la collection des données, c'est une journée. Personne ne peut. Par exemple, moi, avec Ashraf, en PFE, là, il est en train de récupérer des données à partir de LinkedIn. Et bien là, depuis 2 mois, on est en train de récupérer des données sur LinkedIn. On est en train d'écrire des codes Selenium, Requests, Beautiful Soup, HTML, CSS. Il est en train de faire du scrapping, du parsing. Et on va réussir à récupérer 5000 profils sur LinkedIn. Enfin, nous avons pour l'instant 4000 CV. Mais c'est un processus qui ne peut pas être divisible. On ne peut pas diviser par exemple, la collection des données avec Scrum Agile. Attention. Tu ne peux pas dire la préparation des données, c'est facile, c'est un jour. Car tout simplement, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas découvrir dans des données. C'est un processus de découverte. Knowledge Discovery Process. C'est un processus de découverte d'information. Donc, on ne peut pas prédire que ce processus va durer sur 1 heure, sur une journée. On n'est pas en train d'intégrer un bouton sur un site web ou bien de changer la couleur, par exemple, d'un menu. Hein. Non, ça c'est en HTML, en CSS. On sait, un architecte sait que le changement va prendre 3 heures. L'intégration, peut-être d'un formulaire en PHP, ça prend 2 heures de travail, développement. Lui, il peut appliquer Scrum Agile. Toi, tu ne peux pas appliquer Scrum Agile en sciences de données. Après, on ne peut pas non plus appliquer les méthodologies utilisées en BI, en Business Intelligence, ni la méthodologie Enmon, ni la méthodologie Campbell, ni la méthodologie Scrum BI. D'accord? Donc, bien évidemment, tu dois utiliser les méthodologies vraiment spécifiques aux sciences des données. OK. Donc, à l'aide de ce machine learning canvas, tu peux vraiment améliorer le management de ton projet. Voilà. Et quand tu améliores le management de ton projet, eh ben, ça va se refléter, bien évidemment, sur les résultats de tes analyses. On va rapidement détecter les erreurs, on va remédier à ces erreurs assez rapidement, et on va continuer le travail, et on va réussir notre projet. Encore une autre fois, 85% des projets en sciences des données n'atteignent pas leurs résultats, malheureusement. Voilà. Allez, donc, on arrête avec le management et on passe maintenant au code. Donc, je vous conseille, allez, essayer d'ouvrir un fichier Jupyter Notebook. On va revenir à une partie non encore traitée. Eh bien,
on va passer à une régression non linéaire. Donc, allumez vos fichiers Jupyter Lab. Bon, juste, je vais vous montrer Robust Regression. Oui, c'est bon, Robust Regression. Et pour les gens, c'est-à-dire qui n'ont pas de temps, je vous conseille de regarder le fichier PDF Robust Regression, régression robuste. C'est pas moi qui l'ai développé, hein. C'est un data scientist qui s'appelle Nikolai Mayorov, ok. Et ici, le but de ce cours, c'est de vous montrer comment on peut réaliser une régression non linéaire. Une régression non linéaire. Nous avons travaillé sur des régressions linéaires, des régressions multilinéaires, des régressions polynomiales. En fait, une régression polynomiale, c'est une régression linéaire avec après une transformation exponentielle logarithmique. Aujourd'hui, on va traiter pour la première fois une régression non linéaire. C'est-à-dire regarder les données, puis on va essayer d'ajuster ces données. Cerise sur le gâteau, on va ajouter des points aberrants. Oui, c'est-à-dire on va essayer de fausser nos résultats. Et on ne va pas travailler sur des données à partir d'un fichier CSV. Non. On va générer ces données. Donc, ça sera une occasion pour vous d'apprendre comment on génère des données via des générateurs de nombres aléatoires. OK. Donc, si tu veux suivre à partir du fichier directement, vas-y. Sinon, tu peux me suivre les codes avec moi. Allez. Le fichier Robust Regression se trouve dans vos boîtes email. Hein. Je viens de vous envoyer ça à 12h15. Donc, je passe ici. Est-ce que j'ai eu ça? Non. Donc, je vais allumer un Jupyter Lab. Nickel, c'est bien. New notebook. Allez. Donc, je viens ici, je vais agrandir un peu. Bon, je vais créer quelques cellules. Je viens ici, je fais Markdown. Voilà, régression non linéaire. Donc, quand on parle d'une régression non linéaire, on est où? On est en machine learning, d'accord? On est en apprentissage supervisé et on est dans la branche régression. Sauf que, malheureusement, on ne peut pas appliquer un modèle linéaire aux données. Il est alors nécessaire de compliquer un peu les mathématiques, d'accord? Donc, on va faire une régression non linéaire. Après, pourquoi régression robuste? Bon, je vais écrire juste une phrase. Dans plusieurs cas, les données s'écartent des hypothèses appliquées dans le cas d'une régression linéaire. Bon, je vous envoie ça quand même. Maintenant, enfin, tu fais Markdown, attention, tu fais Markdown. Donnez-moi une hypothèse qui permette d'appliquer une régression linéaire. Bon,
eh ben, on suppose que les erreurs sont gaussiennes. Voilà, les erreurs sur les points suivent une loi normale centrée, 1, 0 sigma, mais pas réduite. Hein. Sigma égale à pas 1, sigma égale à sigma, égale à une valeur quelconque. Eh ben, si cette hypothèse n'est pas vérifiée dans les données, ici, on ne peut pas appliquer une régression linéaire. Tu ne peux pas appliquer une régression linéaire. Tu es obligé d'utiliser une régression robuste, de changer d'estimateur, de fabriquer toi-même l'estimateur et de minimiser toi-même. C'est clair? On va faire ça maintenant. Dans d'autres cas, une régression linéaire est très sensible aux valeurs extrêmes. Bon, je vous donne quand même les hypothèses. Si les erreurs ne suivent pas une loi normale centrée, enfin, non réduite, hein, attention, non réduite. Centrée, mais non réduite. Dans ce cas-là, tu ne peux pas appliquer une régression linéaire. S'il existe des outliers, enfin, des points aberrants. C'est-à-dire, il y a un point qui sort complètement de la distribution. Je te montre un exemple. Regarde cet exemple, là, ce point-là. Ce point-là sort complètement de la distribution. On ne peut pas appliquer une régression linéaire. C'est-à-dire, si tu appliques une régression, ou bien si tu appliques une régression au sens du moindre carré, tu vas fausser tes résultats. Hein. Alors, il faut appliquer une régression robuste. Donc, la régression robuste, c'est par rapport au point aberrant. Une régression non linéaire, c'est dans le cas où le modèle est non linéaire. Regardez, par exemple, là, c'est quoi? C'est exponentiel multiplié par sinus. Allez, on va créer ça maintenant. Donc, dans ces cas particuliers, mais ce sont des cas fréquents. Dans la vie pratique, on utilise une régression non linéaire, puis une régression robuste. Bon, j'espère que j'étais clair. Allez. Donc, on va commencer par, comme d'hab, par charger les librairies nécessaires à l'analyse. Donc, voilà. Matplotlib, pyplot, et pandas. Bon, chaque fois que je te donne les codes. Puis, en fait, je viens ici, je vais changer cette cellule vers un markdown et je vais vous donner la formule. Regardez notre fonction. Donc, j'utilise LaTeX, j'écris ft a sigma oméga a fois exponentielle moins sigma t fois sinus oméga fois t. Bon, j'exécute 2 fois, hein, j'ai un bug. Voilà, on obtient ce modèle. Regardez notre modèle non linéaire. Bon, c'est du LaTeX. Mettez Markdown et exécutez. Hein. Attention, c'est du LaTeX. Voilà, c'est joli, hein, LaTeX. Et JupyterLab permet d'intégrer LaTeX. Donc, notre modèle aujourd'hui, c'est A, une constante exponentielle moins sigma t, fois sinus oméga t. À la limite, A exponentielle moins sigma t, tu peux appliquer une fonction logarithme. Tu appliques log, tu reviens à un modèle linéaire. Mais là, tu as sinus oméga t. Comment tu fais pour transformer ce modèle vers un modèle linéaire? C'est trop compliqué, hein? C'est trop compliqué. C'est un modèle compliqué. Ici, il y a combien? C'est quoi la variable explicative?
c'est-à-dire la colonne, l'attribut, eh ben, c'est le temps, OK? Maintenant, il y a combien de paramètres dans ce modèle? Nous avons combien de paramètres à déterminer? A, sigma et oméga. 3 paramètres. A, l'amplitude, sigma, qui se trouve au niveau du temps, là, et oméga, qui se trouve à l'intérieur du sinus. 3 paramètres à déterminer. C'est un modèle non linéaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord générer des données. Ce sera l'occasion pour vous d'apprendre comment on génère des données. Puis, on va ajouter des points aberrants, exprès, pour fausser les résultats. OK? Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer un modèle de régression non linéaire robuste, OK? Permettant de récupérer les valeurs de A, sigma et oméga. Vraiment, c'est dingue, hein? mais vraiment, c'est intéressant. Allez, on va commencer. Donc, bon, je viens ici, je vais écrire. Soit le modèle non linéaire suivant. Enfin, c'est un modèle non linéaire. Vas-y, tu peux faire un doctorat en mathématiques. Et tu ne peux pas trouver une transformation permettant de linéariser ce modèle. Peut-être que je me trompe. Hein. OK, donc soit le modèle non linéaire suivant. Donc, première étape, génération des données numériques. Suivant ce modèle non linéaire. J'aurais dû mettre ça. Oui, j'aurais dû en fait mettre un autre markdown. Là, je mets un autre markdown. Je vais mettre 2 hashtags. C'est joli comme ça. Génération des données numériques suivant ce modèle non linéaire. Donc, je viens ici, j'écris. On va utiliser des générateurs de nombres, aléatoires. Puis, on va générer aussi des points aberrants. Afin de fausser les résultats. Je fausse les résultats. J'induis le modèle en erreur. Bon, comment peut-être si je fais ça, et je fais Shift M. Bon, je fusionne les deux, je fais ça, ça marche. Bon, je vous envoie quand même. C'est un markdown. Hein. Allez. Je commence par la génération des données numériques. Donc tout d'abord, on va fixation ou bien choix de paramètres. Allez, j'accélère un peu. On va choisir A. On va choisir sigma. On va choisir oméga. OK. Puis, on va choisir le niveau du bruit, noise. Donc, pour A, si je prends A, par exemple, on va prendre A égale à 2. Enfin, tout se trouve dans le document. Hein. Après, pour sigma, on va prendre sigma est égal à 0,1. Pour oméga, si tu as fait un peu de physique quand tu étais au baccalauréat, oméga, c'est 2 pi f. 2 fois pi fois la fréquence. Donc, 2 fois pi. Pi, hein, 3,14. Low value... OK. Bon, c'est une blague. Donc, je fais quoi? Je fais np.pi. np.pi. Regarde. Quand tu fais, toi, np.pi, boum, tu obtiens la valeur de pi. C'est clair? Et je multiplie par une fréquence. Je vais choisir une fréquence qui est égale à 0,1. Je vais choisir une fréquence égale à 0,1. Maintenant, pour le bruit, noise, on va choisir 0,1. On va simuler des données entre Tmin est égal à 0 et Tmax est égal à, par exemple, 30 secondes.
C'est clair? 30 secondes. Voilà. Voilà pour le choix de paramètres. Mais je vous envoie ça. Hein. Ça, c'est du code. C'est du code. J'exécute. Bon, je viens de vous montrer MP. Pi. Existe une deuxième technique pour récupérer pi. Tu lui dis from mat import pi. Voilà. From mat import pi. Paf, tu fais pi, tu obtiens pi. Mais attention, ce pi-là vient d'un autre module, math. C'est un module qui a été développé depuis les années 90. Nous, ici, on utilise NumPy. NumPy, c'est plus rapide. Bref. Ne mélangez pas pi de maths avec pi de NumPy. Bon, je continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir une fonction. Donc, une fonction s'appelle generate data. La fonction prend en argument d'entrée t, le temps. Après, tu vas me dire comment je fais pour récupérer le temps. C'est simple. Si toi, tu veux créer un intervalle de 0 à 30 divisé, tu fais t est égal à np.linspace. Utilise la fonction linspace. Tu fais la fonction. Qu'est-ce qu'on trouve dans linspace? On trouve start, stop et num. Donc, c'est quoi le start pour nous? C'est tmin à partir de 0. Stop et max. Et combien de points on va choisir? Allez-y, on va travailler chaque seconde, 30 secondes. Clair? Regardez, quand j'exécute ce code, voilà, j'obtiens un tableau. De 0 jusqu'à 30. J'obtiens 30 points. C'est-à-dire, si je fais t.shape là, si je fais t.shape, j'ai 30 points. Bon, ça c'est pour t, ça c'était pour le temps. Pardon, pour le tableau temps. Je reviens à ma fonction. Donc, ma fonction va prendre ce tableau, t, va prendre a, va prendre sigma, va prendre oméga. D'accord? Puis, la fonction va prendre un bruit, c'est-à-dire une erreur. On peut fixer l'erreur à 0, hein. Sinon je peux mettre juste noise. Puis, number of outliers, un nombre déterminé de points aberrants. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu vas générer 10 points, 5 points, 3 points. Et on a besoin de fixer un random state. N'oubliez pas, on va utiliser des générateurs de nombres aléatoires. Donc, on peut fixer un random state égal à 0. Je vais effacer outliers. Hein. C'est pas grave. Bon, c'est une fonction, je mets 2 points et je reviens à la ligne. Bon, je vous donne l'entête de la fonction. Je passe. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va nous retourner? Elle va retourner y plus une certaine erreur. Tu vas me demander, toi, c'est quoi y? Y, attention à l'indentation. Y, c'est généré à l'aide de f. C'est-à-dire, moi, je vais donner un tableau T qui contient 30 valeurs. T, NP, linspace, Tmin, Tmax 30. Je vais donner A. Je vais donner sigma. Je vais donner oméga à cette fonction. Et cette fonction va me calculer ça. C'est-à-dire un sinusoïde, une fonction sinusoïdale modulée par une exponentielle décroissante. Là, ça c'est Y. Et je vais ajouter une erreur afin de complexifier la tâche après pour l'algorithme de régression non linéaire. C'est clair? Hein? Vraiment, on va stresser le modèle. On va tester le modèle jusqu'au bout. Allez, on commence le calcul de Y. Question.
comment on fait pour générer, des données simulées. Tout d'abord, tu fixes un modèle mathématique. C'est fait. Bon, c'est fait avec LaTeX. On va écrire ça avec Python. Puis, vas-y, allez, on va déjà écrire le modèle. Donc, Y, regardez ici, c'est A. Donc, je viens ici, j'écris A, fois. Dis avec moi, exponentielle moins sigma t. NP, exp. Dans NP, il y a une fonction qui s'appelle exponentielle. Moins sigma fois t. Regardez là, ça c'est en latin, comme maths. Exponentiellement sigma t. Regardez comment j'implémente en Python. NP exponentiellement sigma t. Fois sinus oméga t. Comment je fais pour récupérer sinus? Je fais NP sin oméga fois t. Voilà. Donc, à l'aide de cette fonction, je calcule Y. C'est clair? Regardez, bon, quand même, je vous envoie ça. Donc, au fur et à mesure, je vous envoie la fonction complète. Ce que je vous ai envoyé, c'est bon, T pour vous. Regardez, je vais générer Y sans erreur. Je viens ici, je fais ça. Puis, je vais aller représenter Y. PLT, plot, T, Y, 3 points, R, T, tiré. Je mets un point, virgule. Boum. C'est joli, hein? Regardez comment nous avons généré des points selon ce modèle. C'est joli. Regarde, au lieu de A, c'était quoi A? C'était 2. Là, avec un A égale à 2, la valeur maximale, c'est à peu près 1,6, 1,5. Si au lieu de A, je mets 100, je génère, j'obtiens 80. C'est clair? Si au lieu de oméga, regardez, je vais multiplier oméga par 10. On commence à jouer, hein? Ça. Bon, c'est pas fameux, mais bon. Je vais diviser oméga par 2. Je génère. J'obtiens ça. C'est joli. Hein? J'obtiens une fonction sinusoïdale modulée par une exponentielle décroissante. Maintenant, si je multiplie sigma, par exemple, par 10, je vais tuer. Tu vois? On tue les oscillations. Car l'exponentielle décroissante devient vraiment, son effet devient majeur. Et si je divise sigma par 2, si je divise sigma par 4, qu'est-ce que tu remarques? L'atténuation devient vraiment atténuée. L'atténuation devient atténuée. Bon, je vais revenir quand même à A. J'obtiens ça. Bon, je supprime le 0,25. Voilà. Donc, c'est bon. Est-ce que je vous ai envoyé le code? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, là, c'est bon. J'ai mes points Y, mes différents points sans erreur. C'est clair? Allez, on va ajouter une erreur. Donc, afin d'ajouter l'erreur, je vais instancier. On va faire ça pour la première fois. On va utiliser dans NumPy le sous-module random. Dans le sous-module random, il existe une classe qui s'appelle random state avec R majuscule. Et dans random state, je vais faire le seed. Toi, tu appelles ça en R seed. Al-Badhara, seed. Al-Badhara. Le noyau du générateur de nombres aléatoires. Bon, c'est quoi notre seed ici? C'est 0. C'est-à-dire si dans la classe, dans cette classe virtuelle, tout le monde met random state égale à 0, on va obtenir les mêmes résultats. Maintenant, je fais error equal noise, hein, c'est-à-dire 0,1, faible erreur. Et puis, je vais ajouter une composante gaussienne. Comment ça? Eh bien, je fais rand n t-size, t.size. Figurez-vous, s'il vous plaît, je fais
t.size, j'obtiens ça, 30. Tu vois? Donc, je mets 30 à l'intérieur de rand n. Donc, on va générer 30 valeurs. Bon, je vous envoie quand même le code. On va l'exécuter doucement. On va exécuter ce code doucement. Regardez. Je viens ici, je prends ce bout de code. J'ajoute ici. D'accord? Et, attention, attention. Au niveau du Y, j'ajoute error. J'exécute. Random state not defined, c'est pas grave. Je vais définir random state à 0. Tu vois? Tu vois? Eh bien, les points deviennent... Enfin, regardez. Je vais supprimer l'erreur. On obtient ça. Voilà nos points sans erreur. Je vais superposer ça avec les points avec erreur. Plus error. Et change de couleur. Laissez-moi plutôt choisir le green, square. J'exécute. Voilà. Donc, en bleu, en rouge, nous avons nos points générés à l'aide du modèle, de ce modèle. A exponentielle moins sigma t, sinus oméga t. Bon, quand même, je vous envoie le code. Je vous envoie le code. Maintenant, c'est quoi les points verts? Les points verts, ce sont les points rouges avec une erreur. Quand même, l'erreur, elle est gigantesque, là, c'est beaucoup. Hein. Non est égal à 0,1. J'allais dire, pourquoi non est égal à 0,1? Bon, regardez, je vais diviser noise par 10. Allez, je divise noise par 10. Rand n. Pardon, en fait, il faut multiplier, car c'est beaucoup. Hein. Je multiplie, pardon. Je multiplie, hein. Je n'additionne pas. Sinon, c'est beaucoup d'erreurs. On va multiplier plutôt. Voilà, ça c'est mieux. On multiplie. Alors, on commence mal hein, avec ces erreurs. Le modèle ne va pas retrouver A, sigma et oméga. Je vais augmenter noise. Hein. Je multiplie noise par 10. J'exécute. Tu vois? Donc, l'erreur augmente. Et l'erreur, elle est aléatoire. Parfois, on ajoute une composante négative. Parfois, on ajoute une composante positive. Je multiplie par 100. Alors là, c'est bon. On a perdu l'information. C'est mort. OK? Je multiplie par 0,1. Tu vois? Là, l'erreur est très faible. De telle manière que les points après ajout d'erreur sont presque confondus avec les points qui correspondent au modèle initial. Avec 0,1, enfin, si je mets 0,01, c'est bon, il n'y a plus d'erreur. OK? Voilà. Et ces erreurs, en fait, ce sont des erreurs gaussiennes, rand n. Rand n permet de générer des erreurs gaussiennes. Bon, je mets quand même ici 0,1 et je vous envoie le code. Tu peux faire un copier-coller et tu exécutes chez toi. Bon, quand je mets x5, j'obtiens ça. Quand je mets x2, j'obtiens ça. Bon, je reviens maintenant sur rand n, enfin, c'est-à-dire sur le générateur de nombres aléatoires selon une gaussienne. Peut-être tu ne crois pas qu'il s'agit d'une gaussienne. Regarde, au lieu de t size égale à 30, on va mettre 1000, par exemple. Je trace. Bon, je mets un point virgule. Bon, j'obtiens une gaussienne. Tu vois, c'est une gaussienne. Peut-être que ce n'est pas vraiment clair. Je mets beans est égal à 20. J'exécute. Voilà, c'est une gaussienne. J'augmente le nombre des points générés. Je m'approche d'un modèle gaussien. Je mets number of beans equal 100. Tu vois? Je mets 100 000
C'est joli, hein? C'est une vraie gaussienne, là. Là, c'est une vraie gaussienne. Eh bien, figure-toi, cette gaussienne possède une espérance égale à 0 et un écart type égal à 1. C'est une loi normale centrée réduite. C'est une loi normale centrée réduite. Très bien. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire rand n. Bon, bien évidemment, nous, aujourd'hui, on ne va pas générer 100 000 points. On va plutôt générer 30 points. Bon, je vais vous représenter ça. Je fais t.size, j'exécute. Voilà. Oui, puisque c'est 30. Pourquoi il me fait ça? T. Ah non, je dois mettre ça plutôt. Ouais. Je mets ça, et au lieu de ces 100 000, je mets t.size. Donc, bon, nous avons généré 30 points. Bon, ce n'est pas vraiment, en fait, une gaussienne, car 30 points avec 30 points, on ne peut pas fabriquer une loi normale, mais ce sont des valeurs centrées en 0 qui vont aller de 2 jusqu'à moins 1,5. Très bien. Bon, tu peux vérifier sur ton PC. Allez, je passe maintenant. Je continue ma fonction. Donc, pour les outliers, on peut dire rand rnd, c'est-à-dire cet objet, rnd, point, randint. C'est-à-dire, on va utiliser un générateur de nombres aléatoires qui suit une loi uniforme discrète. Une loi uniforme discrète. Donc, si toi, tu vas mettre, par exemple, 5 outliers, ben lui, il va générer ces outliers, il va générer 5 outliers, d'accord? Si toi, tu vas mettre 10, il va générer 5 valeurs. Bien évidemment, entre 0 et 30. Entre 0 et 30. C'est une loi uniforme discrète. C'est une loi uniforme discrète. Puis, je fais error, outlier, ce sont des indices, ça, égale error, outliers, fois, par exemple, 35. Donc, bon, quand même, je vous exécute ça. Il faut que je vous exécute ça. Bon, quand même, je vous envoie ça déjà, le code. Je vous envoie le code déjà qui marche. Puis on va discuter l'exécution. Voilà donc notre code. Je viens ici. Je mets plt ist, pardon, et je mets rand n, rand int. Bon, j'exécute, j'obtiens un message d'erreur. Il va me dire c'est quoi un number of outliers. Allez, je lui dis 5. Tu vois? C'est-à-dire, nous avons généré t.size. C'est quoi ça? Enfin, plutôt, j'ai envie de voir le résultat de ça. Donc, nous avons généré, en fait, un outlier au niveau du point 23, 11, au niveau du point 7, au niveau du point 0 et au niveau du point 11. 5 outliers. Si je mets 10, ben voilà les outliers, les points aberrants. Le point numéro 12, le point numéro 20, le point numéro 11. Enfin, je vous montre par exemple le point numéro 0. Voilà le point numéro 0. Voilà le point numéro 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Là, il y a 30 points. C'est clair? Voilà comment fonctionne ce code. C'est un générateur de nombres aléatoires, selon la loi uniforme continue. Enfin, imaginons, si au lieu, je vais mettre par exemple 100 000. Je vais tracer ce grain. J'exécute. Tu vois? J'obtiens une loi uniforme. Bon, là, c'est continu. Hein. Moi, j'utilise histogramme. Mais si on utilise bar, ça va donner des barres, une loi uniforme discrète. C'est clair? C'est clair.
B. Allez. Donc, après, pour chaque point aberrant généré, je multiplie sa valeur par 35. Donc, par exemple, si on choisit 0 comme un point aberrant, sa valeur va se multiplier par 35. Donc, sa valeur va monter. Tu vois? C'est-à-dire, il y a un point vraiment qui va sortir de la distribution. Pourquoi on fait ça? Pour fausser les résultats. C'est-à-dire, on va fausser complètement les résultats, et puis on va demander à un algorithme de régression non linéaire robuste de retrouver les valeurs de A, oméga et sigma. De toute manière, là, je suis en train de générer des simulations Monte Carlo. Il existe en fait une deuxième technique pour faire cette ligne. Je fais étoile égale, bien plus égale. Hein. Ça permet de compacter le code. Donc voilà donc notre fonction, generate data, fonction finale, generate data. Je donne cette fonction, puis je passe. Maintenant, c'est bon, on est content. Nous avons créé une fonction generate data qui permet de générer des données. Voilà, des points aberrants et tout. Allez, c'est bon, j'ai temps. Allez, on va fabriquer notre Y-train. Donc, Y-train, comment on fait pour fabriquer Y-train? J'appelle la fonction generate data. Je lui donne à manger T, A, sigma, oméga. Je suis en train de suivre l'entête de la fonction. Noise. Ah, number of outliers n'est pas défini. Number of outliers n'est pas défini. On va dire par exemple 4. Allez, on va prendre 4 points aberrants. Et random state, c'est bon, il est défini. Random state est défini. On va mettre 0. Bon. J'exécute, ça marche. On voit ça. C'est assez technique le code. Je fais PLT plot et Y-train. Je choisis des points, point virgule, j'exécute un non-point. Bon, quand même, je superpose l'Y sans erreur. Bon, il est où le Y sans erreur? Il est où? Ah, il est là. Bon, je superpose Y sans erreur. Je choisis une autre couleur. Allez, K, P, pentagone. Il y a un point virgule là. Je mets un point virgule. J'exécute. On obtient ça. J'espère que je suis clair là. Regardez, le Y, ce sont les points noirs où il n'y a pas d'erreur. Les points rouges représentent une erreur gaussienne. Et parfois, nous avons un point aberrant dont la valeur est multipliée par 35. Donc, notre modèle de régression, qu'est-ce qu'il va voir comme valeur? Est-ce qu'il va voir Y? Non, il ne va pas voir Y, notre modèle. Notre modèle va voir ça. C'est-à-dire, ces données vraiment mélangées avec un point aberrant ici, un point aberrant ici, il y a un point aberrant ici. Je ne sais pas où elle est le quatrième point aberrant. Hein. Il faut aller vérifier. Hein. Il faut vérifier cette ligne. Enfin, plutôt, oui, cette ligne, outliers. Il faut vérifier outliers. OK. Donc, le but, c'est de s'approcher au maximum des conditions réelles. Les données venant à partir du web, à partir des clients, ce sont des données entachées d'erreurs. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien de d'ajuster des modèles, des points sans erreur. On peut récupérer A, oméga et sigma. C'est facile. Par contre, le challenge sera de donner ça
manger au modèle, et après tu demandes au modèle de tout trouver, A, sigma et oméga. Maintenant, nous avons une deuxième question. Est-ce qu'on a le droit de supprimer ce point aberrant? Voilà, je vous demande, est-ce qu'on a le droit de supprimer ce point aberrant? Ou bien de supprimer ce point aberrant? Ou bien de supprimer ce point aberrant? Enfin, une troisième question. À la limite, là, tu vas dire, tiens, c'est un point qui sort complètement de la distribution. C'est un point aberrant, outlier. Je peux le supprimer. Ok, tu as raison, tu peux le supprimer. Car tu as vu que ce point sort de la distribution. Et ce point-là, regarde ce point. Et ce point-là. Ah, ce sont des points quand même assez proches de la distribution sinus fois exponentielle. Comment tu vas faire? Et si tu supprimes ce point, tu seras obligé aussi de supprimer ce point, supprimer ce point. Est-ce qu'on a le droit de supprimer des points dans les données? Ben, je vous laisse cogiter, essayer de réfléchir par rapport à ces questions légitimes. C'est pas facile, à analyser les données, c'est pas facile. Mais, donc là, c'est bon, nous avons notre Y Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant à la fabrication de notre modèle. On va construire notre modèle. Donc, on va appeler à une branche en mathématiques qui s'appelle optimisation. Optimisation. Donc, tout d'abord, laissez-moi ici écrire construction ou bien application d'une optimisation non linéaire. Nous avons étudié ensemble l'optimisation linéaire avec l'algorithme simplex pendant la deuxième période. Et là, on va passer à une optimisation non linéaire. Donc, je définis une fonction x, t, y. D'accord? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette fonction? On trouve tout simplement le modèle. Tu vois ce modèle A exponentielle moins sigma t sinus oméga t. Voilà, donc ce modèle, regardez, ça. Puis, regardez. Au lieu de A, je veux dire ça c'est x0. Au lieu de sigma, je veux dire que ça c'est x1. Au lieu de oméga, j'ai appuyé sur source. Pardon. OK. Au lieu de oméga, je vais dire ça c'est x2. D'accord? Puis, tout ça, moins y. Ah, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle y moins y chapeau. Toi, tu prends les vrais y et tu fais moins y chapeau, y estimé. Donc, voilà donc notre fonction, fin. Puis, allez, donc on va initialiser un x0 à 1. Donc, je lui donne 1 égale à 3. Bon, quand même, je vous envoie ça. Et je vous envoie ça aussi. En fait, on va dépasser un peu de 5 minutes. Donc, restez avec moi. Après, si vous voulez quitter à 30, vous avez le droit. B, je fais x0, j'obtiens 1, 1, 1. En fait, je vais initialiser A à 1, oméga à 1 et sigma à 1. Très bien. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va appeler le module SciPy optimize. Donc, from SciPy optimize, on va charger la fonction least square. C'est une fonction qui s'appelle least square. Nous avons travaillé pendant le premier semestre avec l'INPROG, je me rappelle bien. Là, on va bosser avec least square. Et comment ça fonctionne, cette fonction? Tu peux utiliser un point d'interrogation. Il suffit de donner une fonction à least square. Je donne le truc là, le code. Après, il faut donner une initialisation, une méthode, une tolérance, OK? Puis, cette fonction va effectuer une optimisation. Alors, donc c'est fan. Le premier argument, c'est fan. Puis, j'initialise mes paramètres à 1 à 1. Attention, hein,
le A est égal à 2. La vraie valeur de A, c'est 2. Nous, on initialise à 1. La vraie valeur de sigma, c'est 0,1. Puis la vraie valeur de oméga, c'est 0,62. Nous, on initialise à 1,1,1. C'est clair? Et on vous demande, à l'aide de ces données rouges, mais à l'aide du modèle, on demande en fait à la régression non linéaire de restituer A, oméga et sigma. Restituer. C'est clair? B. Maintenant, je donne les arguments, donc T, puis Y train. Je lance le code, boum, j'obtiens les résultats. Ça, c'est une régression, d'accord, au sens du moindre carré, Mais est-ce que cette régression tient compte des points aberrants et des non-linéarités? Non. Regardez les valeurs là. C'est-à-dire, si j'envoie le résultat vers résultat, là, et je fais résultat, point X. A, c'est 2. Il me trouve 4,3. Sigma, c'est 0,1. Il me trouve 0,1. Oméga, c'est 0,62. Le code me trouve 0,54. C'est pas bien. Pour cela, on est obligé, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on est obligé de changer la stratégie de l'optimisation. On est obligé de changer la stratégie de l'optimisation. Je vais mettre ça dans le résultat 1. Alors, je vais fixer le loss. Après, on va discuter, si vous voulez, les mathématiques derrière ces loss. C'est tout expliqué dans le document, hein. Soft L1. C'est une technique de régularisation. C'est une technique de régularisation. Puis le F-scale, c'est 0,1. On va choisir un F-scale égal à 0,1. C'est-à-dire, on va atténuer, avec le F-scale, on va atténuer l'effet des points aberrants. C'est clair? Et Soft L1, pour l'instant, on va implémenter, puis on va rediscuter c'est quoi Soft L1. J'exécute maintenant. Je fais résultat 1, point X. Je vous donne A. Regardez, A, c'est 2. Il trouve 2,17. Pas mal, hein? Sigma, c'est 0,1. Il a trouvé 0,13. À 3 chiffres après la virgule, il a retrouvé sigma. Maintenant, oméga est égal à oméga 0,62. Il a trouvé 0,62. C'est bon, on a gagné là. OK, donc, on va... c'est bon, là, techniquement, la régression non linéaire est finie. Et il vous reste quoi? Il vous reste en fait à comprendre... Bon, quand même, je vous trace les résultats. Je vais aller au document, afin d'accélérer un peu. Je vais faire là, comme ça, boum. Et je viens ici. J'utilise T. Bon. Je vais supprimer cette partie. Je vais vous envoyer le code. YTrain, LSQ, hein, donc on a besoin de YLSQ. Bon, c'est facile, hein. Comment on fait pour avoir ça? Je viens ici. Donc j'ai YLSQ pour YLSQ. J'ai Y robuste. Donc, stack. Puis là, au lieu de x0, je vais lui dire résultat, point. C'est clair? Là, pareil. Bon, allez, on va faire des copier-coller. Des copier-coller, hein. Pareil ici,
Mais par contre, il faut utiliser résultat 1. Ah, résultat 1. Bon, je viens ici, je mets 1, je mets 1 et je mets 1. Bon, je vous envoie les résultats. Tac, tac. Puis, bon, allez, j'exécute. J'exécute. Regardez. Oh, c'est joli, hein? C'est bon. Bon, le code. Nous avons donc, regardez la régression non linéaire avec la technique de moins d'arc carré ordinaire. Hein. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je prends Y, je fais Y moins Y chapeau au carré, je fabrique mon estimateur et j'optimise. Eh bien, cette régression est tirée vers le haut, vers les points aberrants. Le fait d'avoir un seul point aberrant, ça va fausser les résultats. Mais vous avez vu les valeurs de A, les valeurs de sigma et oméga, avec résultat. Maintenant, avec notre régression linéaire, régression non linéaire qui est robuste, eh bien, robuste à l'aide de quoi? À l'aide, en fait, d'une régularisation. Et là, c'est un domaine très, très vaste. Régularisation. Régularisation. On réussit quand même à avoir la courbe bleue, la courbe verte. Et la courbe verte donne les meilleures valeurs de A, sigma et oméga. Et une fois on finit avec ça, et ben, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'évaluation. Bon, déjà, bon, là j'ai dépassé. Après, si vous avez des questions, on va arrêter ici. Techniquement, on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, par rapport à l'évaluation, si tu lis ici, tu vas trouver que le message termination condition is satisfied. Ça veut dire qu'en fait, que l'algorithme a fini par converger. Bon, ce qui donne quand même une indication sur l'état, sur le status, l'état de l'optimisation. Et vous trouvez les valeurs de A, sigma, oméga en bas. Voilà. C'est bon, on a fini là. B, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui. مثلا شو مرجع تحكينا أكثر عن